Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes le 5 janvier, voici les titres. Les inquiétudes dans le Vouvrion toujours vives quant à l'éclatement prochain de cette communauté de communes qui jouxte Tours Plus. Les viticulteurs craignent une entrée dans l'agglomération tourangelle, au motif notamment qu'elle n'aurait pas les compétences en matière agricole. Faux rétorquent les concernés. François Bonneau, le président de la région Centre, était en visite aujourd'hui en Touraine. Il s'est rendu au centre d'études et de recherche sur les radiopharmaceutiques, le CERP. Objectif, parler de l'innovation. La région va investir plus de 30 millions d'euros pour soutenir justement l'innovation. Une semaine avant le début des soldes, les magasins organisent des ventes privées. Leurs clients fidèles sont invités à profiter avant les autres de rabais intéressants. Le futur éclatement de la communauté de communes du Vouvrion n'en finit pas de faire polémique depuis le départ annoncé de 3 communes, dont Parcey-Melay, pour l'agglomération Tours Plus. Les inquiétudes sont vives quant au devenir des autres communes, mais aussi des organisations professionnelles. C'est le cas des viticulteurs. Ils craignent pour leur agriculture. Romain Delville. Pour le syndicat des vignerons de l'appellation Vouvray, les craintes sont autant d'ordre environnemental, géographique qu'économique. D'abord, l'appellation tire sa richesse du sol destiné à la vigne et de l'environnement climatique. En cas d'urbanisation, même voisine, les caractéristiques pourraient changer. Et l'exemple est tout trouvé avec Saint-Radegonde, annexée par la ville de Tours en 1964 et qui ne compte aujourd'hui qu'une vigne, quasi symbolique. Si on ne protège rien autour, ou si on laisse autour l'urbanisation se développer, on se retrouverait avec un vignoble encerclé dans l'urbain. Et ça, climatiquement, ça ne fonctionne plus, puisque le microclimat nécessaire au fonctionnement de la vigne, au bon fonctionnement de la vigne, il a besoin aussi des zones boisées qui sont en arrière et des zones de culture qui sont à proximité. Aux côtés des préoccupations écologiques, les inquiétudes économiques. Aujourd'hui, les vignerons de Vouvray sont écoutés, concertés, compris dans la communauté du Vouvrion, car ils représentent un poids économique. Un poids qui sera de fait dilué dans la communauté d'agglomération. À l'échelle de la communauté de communes du Vouvrion, si vous voulez, la viticulture, c'est à peu près 2000 emplois directs, et puis autant d'emplois induits, donc ça pèse très lourd. À l'échelle de l'agglo, ça pèse rien, 2000 emplois, c'est rien. Donc, par définition, le poids relatif, si vous voulez, n'est pas du tout le même. Et encore une fois, je crois qu'il faut vraiment s'inscrire dans le long terme. Le problème aujourd'hui, c'est que ce soit les populations ou les élus, tout le monde raisonne aujourd'hui à court terme. Des arguments réfutés à Tours Plus et par l'un de ses plus lointains représentants, le maire de Saint-Étienne-de-Chigny. La commune a intégré la communauté d'agglomération en 2001 et ne le regrette pas. Au niveau de Tours Plus, au bureau des maires, c'est très simple, un maire égale une voix. Que la commune soit grande ou petite, qu'elle soit très peuplée ou pas, c'est toujours une voix. Donc on n'a rien perdu. Et puis, en termes de gestion de notre commune, de notre espace, on a gardé la maîtrise du sol, poste ou PLU, donc on est toujours le maître chez soi, donc on n'a rien perdu en termes d'aménagement de la commune. Les vignerons de l'appellation Vouvray des communes concernées restent tout de même dans l'expectative et souhaitent des garanties sur du long terme. En bref, un enfant de 13 ans est décédé en début d'après-midi sur la commune de Rivière, près de Chinon. Il a été percuté par une voiture alors qu'il sortait de son bus scolaire et qu'il s'apprêtait à traverser sur un passage piéton, la départementale 749. L'automobiliste ne l'avait pas vu. Le garçon a été projeté sur plusieurs dizaines de mètres sous les yeux de sa sœur jumelle et de ses parents. Très choqués, ils ont été pris en charge par les secours. Réseau Éducation sans frontières dénonce le durcissement des lois sur l'immigration et sa conséquence sur la situation des étudiants étrangers. En région Centre, 9 d'entre eux n'arrivent toujours pas à obtenir de titre de séjour. Julien Gauthier. Soyombo est arrivé de Mongolie en France avec son épouse en 2004. Débouté de sa demande d'asile, il a repris des études supérieures à l'université de Tours en 2009 et est actuellement en 2e année de licence sciences économiques. Depuis 2 ans, la préfecture lui refuse un titre de séjour étudiant. Pourtant, Soyombo met en avant ses bons résultats et sa volonté. Même j'ai réussi première année. En 12e année, j'ai continué sans absence mes études, obtenu bonne note. J'ai montré toutes. Quand je suis arrivé en France, j'ai connu un seul mot. Je connais rien du tout. Je connais pas un seul mot français. Et j'ai appris moi-même tout ça. Excuse-moi. Après, j'arrive pas à parler trop profond. Son cas n'est pas isolé. Ils sont arméniens, gabonais, ivoiriens, congolais, camerounais ou centrafricains.
lycéens ou étudiants, et rencontrent les mêmes difficultés. Certains sont sous l'obligation de quitter le territoire français, d'autres n'obtiennent pas de réponse, d'autres enfin ont une autorisation provisoire de séjour, mais ce titre les handicape pour leur possible diplôme, les empêchant notamment de participer aux stages en entreprise. Principal problème administratif, pour la plupart, le manque d'un visa pour études venant de leur pays d'origine. Même les étudiants qui joueraient le jeu, entre guillemets, et qui retourneraient dans leur pays d'origine demander le visa pour études, premièrement, n'ont aucune certitude de l'obtenir, même s'ils sont actuellement à un niveau licence ou master en France. Et deuxièmement, s'ils l'obtiennent, ça sera probablement au bout de mois et de mois de démarches qui, de toute façon, leur fera perdre au minimum l'année en cours et peut-être l'année suivante. L'association Réseau Éducation Sans Frontières, qui dénonce la politique des quotas d'expulsion, a décidé aujourd'hui de médiatiser 9 de ces cas. Elle espère ainsi débloquer un maximum de dossiers. Et de son côté, la préfecture d'Indre-et-Loire indique être au courant de ces cas et que la plupart de ses étudiants pourront terminer leur cycle d'études. Quant aux autorisations provisoires de séjour, elle précise que ces autorisations permettent la réalisation de stages dans les entreprises dans la mesure où ceux-ci s'effectuent en France. Le président de la région Centre, François Bonneau, était en déplacement aujourd'hui en Touraine. En fin d'après-midi, il a visité le CERP, le Centre d'études et de recherche sur les radiopharmaceutiques. Objectif, parler de l'innovation. La région va investir 31 millions d'euros en 2011, une somme qui sera affectée à des organismes de recherche comme le PRES du côté de l'enseignement supérieur ou le CERP dont il est question ce soir. Alors, quelle est la fonction de ce centre de recherche sur les radiopharmaceutiques ? Eh bien, élément de réponse avec Charlotte Prudhomme. Le CERP est un centre d'études et de recherche basé sur un partenariat privé-public, une collaboration entre l'université et le CHU de Tours d'une part et un laboratoire qui permet aujourd'hui à la région tourangelle d'accueillir un des pôles de recherche majeurs en termes de radiopharmacie. Un seul objectif, développer des médicaments permettant un meilleur diagnostic de cancer ou de maladies comme Alzheimer. Cofondateur du CERP il y a 2 ans, le professeur Guillotot est fier de pouvoir maintenant travailler avec des universités de toute l'Europe et des États-Unis. Le produit qui a été développé en collaboration avec l'équipe américaine est un produit qui, une fois injecté dans l'organisme, va pénétrer dans le cerveau et va venir se fixer, se coller, entre guillemets, sur les protéines anormales qui se développent au cours de la maladie d'Alzheimer. Et comme ce produit peut être détecté par la caméra, donc on va détecter le produit, donc on va détecter la protéine anormale. Pour parvenir à créer de nouveaux médicaments, un laboratoire a été construit à Tours-Nord. Les mesures sont strictes et les méthodes complexes, comme ici dans la salle de radiochimie où l'on incorpore des atomes radioactifs à des molécules ainsi devenues utiles pour l'imagerie clinique. On est ce qu'on appelle à l'échelle des traces. En fait, il y aura à peu près moins d'1 microgramme de produit vraiment intéressant qui sera injecté au patient. Majoritairement, ce sera de l'eau et un petit peu d'éthanol, mais le produit intéressant qui va permettre de faire l'imagerie sera de l'ordre du microgramme. Rassurez-vous, avant d'être inoculé aux patients, les solutions sont vérifiées minutieusement. Dans la salle contrôle qualité, les tests sont nombreux. On récupère des pots où on a un flacon en verre qui contient la solution. Et ça, on va en faire plusieurs. On va en faire un qu'on va envoyer en expédition pour le patient. Et on va en faire un petit où on aura beaucoup moins de produits qui va servir à faire toute la partie qualité. Le CERP, qui emploie une dizaine de personnes, espère dans les 3 années à venir commercialiser une solution efficace pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Alors que le maire de Tours, Jean Germain, célèbre ce soir ses vœux à la mairie, un groupe d'amoureux des arbres s'est rassemblé en fin d'après-midi devant le bâtiment. Objectif, dénoncer l'abattage des arbres dans l'agglomération, souvent en raison du projet du tramway. Il demande également, ce groupe, une concertation sur son tracé alors qu'il a déjà été déclaré d'utilité publique par la préfecture. On écoute un des manifestants au micro d'Olivier Nganga. C'est pas la première fois que M. Germain veut abattre des arbres à Tours pour faire passer ici un tramway, ici un bus. Nous avons déjà réussi à nous mobiliser notamment au bois de Grandmont pour faire reculer ces travaux d'abattage d'arbres, d'abattage du bois de Grandmont pour faire passer un bus. Il n'y a pas de raison qu'ici ça ne réussisse pas. Et oui, nous allons continuer à faire des actions ici, ailleurs. Nous allons peut-être même bloquer les avancées du chantier si c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui le dialogue est totalement rompu avec M. Germain. Ce sont en quelque sorte les soldes avant l'heure. Les ventes privées se multiplient. Aujourd'hui, nombreux étaient les magasins à convier leurs clients fidèles pour leur faire profiter de rabais avant tout le monde. L'occasion également pour eux de vider une partie des stocks avant le grand déstockage massif des soldes. Sabrina Meloult.
Rue de la Sellerie, à la pause déjeuner, Elisabeth reçoit une cliente pour lui proposer ses ventes privées. Même si les remises resteront les mêmes à l'arrivée des soldes prévus le 12 janvier, il s'agit d'un service privilégié qu'elle propose à ses clientes les plus fidèles. Lors des ventes privées du mois de juin, Elisabeth avait réalisé un chiffre d'affaires aussi important que pendant les premiers jours des soldes. Une expérience positive qu'elle a donc aussi voulu tenter en période hivernale. L'intérêt, c'est de capter le plus rapidement possible mes meilleurs clients, leur faire plaisir en leur proposant un assortiment le plus large possible, éviter la cohue des soldes. Et ça nous permet d'avoir d'ailleurs un lien beaucoup plus privilégié avec ses clientes. Un lien privilégié, voilà un argument qui motive aussi Angela, responsable de la boutique Ekyog. Un concept de textile uniquement bio qui séduit les femmes, surtout en période de vente privée, qui affiche de -20 à -40%. Les clientes ont donc l'occasion, avant les soldes, de profiter d'un large choix de tailles et de modèles, tout en évitant l'affluence inévitable en période de soldes. L'expérience qu'on a ressortie des ventes privées, c'est vraiment fidéliser notre clientèle, pouvoir lui offrir les avantages que d'autres clientes n'auront pas parce qu'elles ne le connaissent pas au tout début, et par la suite fidéliser davantage de clientes pour qu'elles puissent bénéficier elles également des ventes privées. Si les ventes privées fonctionnent plutôt bien aujourd'hui, elles doivent néanmoins faire face à un concurrent de taille qui fait de plus en plus d'adeptes, le commerce sur Internet. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de Sophie Oconi, présidente du nouveau centre d'Indre-et-Loire. Restez avec nous.